druide informatique, créateur d'Antidote, s'associe à l'AAAO, à l'UQO et à Coiffure et Esthétique Beauregard dans la diffusion de cette émission. Les réseaux sociaux sont vraiment omniprésents dans la vie de tous les jours. Mais comment on les utilise? Souvent, c'est pour trouver un ami, parler à de la famille, échanger des informations, publier des photos. Mais est-ce que la qualité de la langue importe dans les réseaux sociaux? C'est ce qu'on verra un peu aujourd'hui, différentes façons de l'utiliser et de les étudier aussi. Pour commencer, j'ai avec moi Michèle Lapierre, coordonnatrice de l'Association des auteurs et auteures de l'Outaouais. Bonjour Michèle. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais au juste à l'association? C'est quoi ton mandat? Donc, en fait, en tant que coordonnatrice, moi, c'est vraiment le gros de mon travail, c'est d'organiser la programmation culturelle. On a une plateforme de diffusion culturelle qui se trouve à être la Maison des auteurs. C'est situé dans le parc Jean-Cartier, ici à Gatineau. Puis de mai à novembre, on a des spectacles, des lancements de livres, des ateliers de création, tout ça. Donc, moi, je planifie un peu l'agenda de tout ça. Et les relations avec les auteurs, dans le fond, les aider à promouvoir leurs livres, à faire les démarches nécessaires. Donc, dans le fond, tout ça se passe concrètement en personne. Donc, on assiste à des événements, on se rencontre. Et est-ce que dans la diffusion, il y a les réseaux sociaux qui rentrent en ligne de compte ici, dans ton travail aussi? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est assez récent que l'Association des auteurs utilise plus fréquemment, disons, les réseaux sociaux, parce qu'on a quand même une moyenne d'âge assez élevée là, à l'association, peut-être autour de 50 ans. Donc, ça a été peut-être un processus d'éducation des membres. Pour les habituer à utiliser les plateformes. Exactement. Mais moi, je les utilise toutes les semaines. Je les alimente fréquemment. En fait, c'est une partie de mon travail. C'est aussi une partie du travail de l'autre personne qui travaille avec moi, le directeur. Mais on a une page qui est alimentée par le personnel. Puis il y a un groupe privé qui est plus une plateforme pour les membres, qui est alimenté par les membres de l'association. Okay. On parlera un peu plus tard de ce que les membres font avec cette plateforme-là. Mais pour l'instant, est-ce que toi, tu étudies aussi en études langagières? Est-ce que pour toi, c'est vraiment important d'avoir une langue très soignée ou bien tu te permets d'avoir une langue un peu plus familière sur les réseaux? Bien, ça dépend vraiment. C'est-à-dire quand j'utilise les plateformes de discussion, souvent comme Messenger, par exemple, avec Facebook, là, je me permets plus d'espace pour varier ma langue, tout ça, avec peut-être des fautes de temps en temps. Mais quand il y a des publications sur les faits de l'actualité, tout ça, moi, c'est toujours une fierté d'utiliser la langue de façon correcte, puis d'utiliser un bon vocabulaire, tout ça. Puis je trouve que tout le monde devrait faire un peu la même chose parce que c'est un message public qui est diffusé, donc... Voilà. On oublie souvent le caractère public parce qu'on se sent dans l'intimité, on partage des choses des fois plus personnelles. Dans ton travail, c'est plus professionnel, mais donc on oublie souvent ça, hein, que dans le fond, tout le monde a accès à ce contenu-là. Oui, exactement. Puis en fait, je trouve que même si on a un super bon message, un très bon contenu, si on n'est pas capable de le véhiculer avec les mots qu'il faut, de la façon convenable de le faire, le message se perd entre-temps. Donc, c'est vraiment important. Ça peut changer sa portée aussi. Oui, tout à fait. Puis, est-ce que tu te rends compte que les auteurs ont ce souci-là aussi? Est-ce que tu as observé ça, qu'ils ont ce souci-là de la qualité de la langue quand ils communiquent ou quand c'est juste pour partager pour le plaisir, ils se laissent aller? Puis, est-ce qu'ils ont différents modes? Est-ce que tu as observé ça? C'est un souci continuel, moi, je suis certaine, parce que je vois les publications, c'est très soigné. Puis c'est une autre variation de la langue, c'est-à-dire qu'il y a des créations, un peu de mots, tout ça, mais c'est plus dans le contexte de la création littéraire. Par exemple, dans le Stylo Bistrot, qui est un groupe vraiment pour les membres. Mais sinon, les publications sont toujours bien soignées, puis avec un niveau de langue élevé. Est-ce qu'on se rend compte des fois qu'il y a des échanges, est-ce qu'il y a des gens qui se critiquent entre eux? Là, je rentre peut-être dans les anecdotes, là, mais est-ce qu'on est témoin parfois des petites chicanes de clochers ou sur la façon d'utiliser les réseaux? En fait, l'utilisation des réseaux sociaux varie vraiment, je pense, de personne en personne. Là, il y a vraiment des... Écoute, il y a des chercheurs qui sont penchés sur ça. Je t'inviterai après à discuter avec nous, mais je t'invite à écouter l'entrevue pour l'instant. Je vais les inviter. OK, parfait. Je te remercie. Merci. Vous
allons maintenant nous entretenir avec deux chercheurs qui ont observé les réseaux sociaux dans différents contextes. Donc, premièrement, Elisabeth Marshman, professeure à l'Université d'Ottawa à l'École de traduction. Bonjour. Et Elisabeth Sainte, qui est étudiante au doctorat à l'Université d'Ottawa aussi. Bonjour. Bonjour. Donc, tout d'abord, Elisabeth, peux-tu nous parler de tes intérêts de recherche? Donc, mes intérêts principaux sont la terminologie, donc, surtout bilingue, visant la traduction. Ce n'est pas étonnant. Et aussi les technologies. Et donc, surtout, ce que je préfère, c'est l'interaction entre les technologies et la terminologie. Donc, comment les outils informatiques peuvent nous aider dans notre travail de terminologue. OK. Et donc, tu as été amenée à t'intéresser à un projet qui est international, mais qui a été aussi développé localement. Les textos pour la science, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ça sort carrément de mes principaux intérêts de recherche, mais je trouvais ça passionnant. Il y a la technologie quand même. Absolument, oui, tout à fait. Mais j'ai plus tendance à m'intéresser aux technologies qui visent les traducteurs. Et ici, c'est vraiment une technologie qui vise tout le monde. Donc là, la possibilité de voir toute cette variété, c'était super stimulant. Mais c'est quoi le but de ce projet-là, au juste, puis comment ça s'est passé? Mais en fait, à la racine, c'est un projet qui a démarré en Belgique en 2004, donc sous le nom de SMS pour la science ou SMS for Science. Et donc, on a adapté pour le milieu canadien pour qu'on comprenne un peu plus facilement. Parce que nous, on dit texto, message texte, mais on ne dit pas SMS. Là. Exactement. Ouais. Donc, on voulait vraiment que ça passe et que ça attire tout le monde. Parce qu'en fait, le but du projet, c'est de créer un corpus de textos de monsieur et madame tout le monde. Donc, vraiment de partout, de toutes sortes d'utilisateurs. Et donc, en collectionnant une vaste variété de textos. Donc, un corpus, c'est ça, c'est une collection de différents textos qui ont été envoyés. Exactement. Okay. Donc, on vise vraiment des textos authentiques. Donc, que des gens ont réellement envoyés à des copains. Amène la peine de lait, passe au garage tantôt. Et en fait, il y a beaucoup de ça. Il y a aussi des choses vraiment un peu surprenantes dans le look. Mais oui, donc on voulait vraiment des textos réels pour comprendre ce qui se passe actuellement, réellement, lorsqu'on utilise la langue dans un message texto. Okay. Parce que souvent, en fait, on a des attentes ou on a même des craintes par rapport à l'usage de ces technologies. On pense que la langue est châtiée, est moins bien utilisée ou... Oui, c'est ça souvent, en fait. C'est ça qui peut être parmi les dangers qu'on identifie, mais vraiment sans savoir ce qui se passe réellement, on ne peut pas juger si c'est dangereux, si c'est utile ou si les deux à la fois. Et c'est ça qu'on voulait vraiment savoir. Donc, en fait, il y a des projets qui ont démarré partout dans le monde, dont ici au Canada. Donc, c'était un projet qui a été créé à l'Université de Montréal par Patrick Drouin et Philippe Langlais. Et puis, il y a beaucoup de chercheurs qui ont embarqué, donc, entre autres, moi et Lynn Bowker à l'Université d'Ottawa. Et aussi, beaucoup d'étudiants ont travaillé sur le projet. Et finalement, il y a des centaines de Canadiens qui ont donné leur texto pour la science. Donc, ils n'ont pas été trop gênés, ils ont partagé leurs échanges. On était vraiment chanceux, oui. Ils ont accepté de partager et on a fait ça vraiment avec un regard de très, très près sur le côté éthique pour que ce soit vraiment, pour que ça marche bien, pour qu'on se sente à l'aise pour partager ces textos et je pense que ça a bien marché. Donc, vous avez eu assez de choses pour analyser? Oui, donc on a eu 7500 à peu près de textos en français et 15 000 en anglais. Donc, ça nous donne de la matière pour beaucoup d'analyses. Donc, on va revenir plus tard sur les résultats de la recherche, mais donc, toi, Elisabeth, tu t'es penchée sur un autre type de projet qui est aussi avec le rapport des réseaux sociaux. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, moi, je m'intéresse essentiellement, en fait, à l'usage que font les gens de la langue. Donc, je regarde et particulièrement les termes qui sont officialisés par l'Office québécois de la langue française, voir si les gens les utilisent. Et oui, je m'intéresse effectivement aux réseaux sociaux parce que ça me permet de voir dans un mode un peu spontané si les gens utilisent ces termes-là. Et les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux présentent finalement un peu d'oral, même malgré leur version écrite. C'est quand même une forme d'expression assez oralisée, en quelque sorte. Donc, ça permet de voir de manière spontanée si c'est le terme qu'ils vont choisir. Voilà. Ou s'ils vont peut-être préférer l'autre terme qui n'est pas officialisé. Donc, c'est ça qui m'intéresse essentiellement. C'est mon rapport aux réseaux sociaux, c'est plus un rapport d'observateur
que d'utilisateurs donc, actifs. D'observer le type de langue qui est en usage, la qualité aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des projets en particulier qui t'ont interpellé? Oui, j'ai récemment fait une étude sur le terme cuisinomane qui avait été officialisé par l'Office québécois de la langue française et pour remplacer le terme foodie. Et j'ai regardé ça sur Twitter. Et ce que j'ai cherché à voir, c'était l'opinion des gens. Donc, dès le début, dès que le terme cuisinomane a été proposé par l'Office, je suis allée voir sur Twitter ce que les gens en disaient, essayer de retirer un petit peu l'opinion, l'attitude par rapport au terme, pour voir un peu si ce terme avait des chances finalement d'être utilisé dans le futur. Parce que parmi les critères d'un terme qui va être accepté, c'est comment les gens vont le recevoir au point de vue émotif. Donc, c'est un des critères, c'est ça? Oui, tout à fait. Et le terme cuisinomane, en soi, c'est un terme très, très bien formé. La manière dont il a été pensé par l'Office, il n'y a rien à redire. Mais par contre, il y a des choses qu'ils n'avaient peut-être pas ressenties de la même manière que les gens. Et les gens, eux, ont vu des choses plus étonnantes. Il y en a qui ont pensé, quand ils entendaient cuisinomane, ils entendaient Superman en même temps. Donc, il y avait des représentations de Superman avec une poêle à frire à la main sur Twitter qui en On montre que le terme passe pas si bien que ça. Voilà, c'est ça. Et on n'avait pas pensé à ça. On pensait à man, le suffixe man, c'était qui a Moi, la je pense à pyromane. Voilà, c'est ça. Mais bon, cuisinomane, c'est déjà plus sympathique que... Voilà. Il y en a qui ont pensé comme toi et qui ont dit « Oh, tiens, j'ai l'impression de mettre ma cuisine au feu. » Voilà, c'est ça. Donc, ça m'intéresse. Et je pense que les réseaux sociaux ont cet avantage de nous donner un accès à ce que les gens pensent, parce qu'ils s'expriment justement assez spontanément sur les réseaux sociaux. Je me permets de faire du pouce sur cette idée-là, justement. De quoi ils parlent, puis qu'est-ce que vous avez observé, dans le fond, dans un premier temps? Et c'est vrai qu'il y a tellement d'analyses à faire que ça devient énorme, mais on s'est penché vraiment sur des aspects en lien avec la qualité de la langue en premier pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on s'attend souvent, par exemple, lorsqu'on fait des messages textes, on va omettre beaucoup de mots considérés comme non nécessaires. Effectivement, c'est très courant. On s'attend peut-être à la variation au niveau de l'orthographe. Et en fait, on a trouvé énormément d'innovation, de créativité au niveau des formes. Donc là, je pense qu'on a recueilli au moins 24-25 différentes versions d'écrire oui, non, OK. Wow. Vraiment, juste pour ces mots-là? Juste pour ces mots-là. Est-ce que c'est tout avec des lettres ou il y a aussi des emojis ou des symboles qui rentrent dans ça? Excellente question. On n'a pas pris en compte les emojis à l'époque, mais on a étudié les binettes. Les binettes. Donc, quoi, les smileys en anglais. Ou bien ça, c'est un terme qui n'est peut-être pas passé dans l'usage non plus. Hein? Non, je ne sais pas. Je vais vérifier. Prochaine étude. Donc voilà, on a considéré comme binettes. Donc là, il y avait, je pense en anglais, on a eu une trentaine, en français, presque une cinquantaine de différentes formes de smiley. Donc il y avait ce jeu avec la forme de la langue qui est très, très intéressant. Ceci dit, on avait eu aussi des surprises. Donc, on s'attend peut-être en texto à avoir des formes qui intègrent des chiffres. Donc, demain ou today. Ce qui était plutôt rare, en fait, dans notre corpus, ce qui nous a surpris pas mal. Et de la même façon, quand on pense texto, on pense court. Mais en fait, on a eu beaucoup d'expansion de formes, donc pour trouver un certain ton, je pense, dans la conversation. Donc, les gens se permettent d'écrire plus longuement qu'on pourrait penser. Absolument. Donc, on va élargir OK à okidoki. Plusieurs formes de okidoki en plus. Ou bien, pour mettre l'emphase, on peut mettre en majuscule, mais le plus souvent, en fait, on va répéter des lettres. Donc, on va avoir youpi avec 5 i à la fin pour montrer qu'on est vraiment très content. Donc, c'est cette innovation qui est ressortie la plus. Puis, en général, est-ce que les gens ont une bonne qualité? Est-ce que vous jugez la qualité de la langue dans votre recherche? Mais on a étudier jusqu'à un certain point les erreurs. Donc, il y a certaines erreurs, certaines catégories d'erreurs qu'on a carrément mis de côté. C'est-à-dire, par exemple, si on laisse la ponctuation, ou si on laisse tomber la ponctuation finale, on n'a pas compté ça, entre autres parce qu'en fait, ça a pris tout un sens particulier en texto. Donc, un point à la fin d'un texto, il y a un sens. Ça signale vraiment qu'il y a quelque chose qui cloche un peu, qui ne va pas.
Donc, on n'a pas compté ce genre de choses, mais on a compté des erreurs d'orthographe, de grammaire, etc. Est-ce que c'est assez fréquent, finalement? En fait, surtout en quelques anglais, mots. on était étonnés. Il y avait presque une centaine dans les 15 000 textos qui étaient vraiment des erreurs flagrantes. En français, il y en avait un peu plus. Peut-être à cause d'une autocorrection qui était peut-être moins développée en français. Mais vraiment, on était étonnés d'un petit nombre d'erreurs par rapport à toute la créativité et l'innovation qu'on voyait. Donc, vous avez encore beaucoup de choses à observer sur ça, mais je vous souhaite de vous amuser énormément dans la suite de ce projet de recherche-là. Elisabeth, on aura la chance de parler ensemble avec Michel Lapierre pour développer un peu comment la communauté utilise tout ça, puis quel niveau de langue elle utilise. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci Michel de te joindre à nous à nouveau. On va pouvoir échanger sur les différents sujets associés aux réseaux sociaux. Mais tout d'abord, on s'est laissé sur la collaboration. Donc, on a établi qu'il y a beaucoup de collaborations possibles sur les réseaux. Et tu as observé un autre projet où ça se passait justement? Oui, c'était en France. C'est un projet assez unique finalement dans le contexte de l'aménagement linguistique. Et en France, ça s'appelle le WikiLF. Alors malheureusement, c'est un site collaboratif qui n'est plus réellement en cours. Et il y a plusieurs raisons à ça, on n'aurait peut-être pas le temps d'en discuter maintenant, mais j'ai beaucoup aimé l'idée parce que c'est la seule plateforme collaborative que je connaisse qui amène en fait n'importe qui, n'importe quelle personne, n'importe quel locuteur à proposer des termes qui viendraient remplacer des termes anglais ou d'autres termes étrangers, généralement des choses qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Des nouvelles réalités. Des nouvelles réalités, absolument. Ça peut être des réalités aussi simples que le cell phone. Et donc, les gens proposent leur propre version. Et je trouve ça vraiment, vraiment enrichissant parce que soudainement, les gens prennent réellement possession de la langue. Ils décident eux-mêmes des termes qu'ils aimeraient voir utilisés. Et ce n'est plus une institution qui va imposer les choses, et puis ça vient vraiment des locuteurs. C'est ça. Et comment est-ce que ces termes-là après rentrent dans l'usage, dans les normes? Comment ça se passe après? L'idée est là. En fait, la recherche le montre, la recherche estime que si les locuteurs sont impliqués, ils auront beaucoup plus tendance à utiliser les termes. Et ça paraît relativement logique. La recherche que j'ai faite sur le site de la France m'a montré en fait que ça n'avait eu aucun impact pour les 4 termes que j'ai étudiés. J'en ai étudié 2 où il y avait eu un consensus entre les internautes et la proposition qui avait été faite finalement par l'organisme, et 2 où les 2 opinions divergeaient. Enfin, le terme proposé n'était pas celui qui était favorisé par les internautes. Et dans les 4 cas, finalement, le terme anglais reste le plus utilisé dans le corpus. Enfin, j'ai regardé moi ça dans la presse française et c'est le terme anglais, il n'y a pas eu d'impact. Donc il y a plusieurs raisons à ça. Ce n'est pas que la plateforme collaborative, je pense, et je pense qu'il ne faut pas abandonner l'idée de la collaboration en fonction simplement d'une petite recherche comme ça. Mais voilà, quoi. C'est vrai que l'idée, c'est que ça devrait changer, ça devrait aider les gens à utiliser les termes. Mais quel genre de personnes participaient au site? Parce que si ce n'est pas les journalistes, si ce ne sont pas les journalistes qui participent à la proposition des mots, bien eux font un parallèle, puis il n'y a peut-être pas de pont entre les deux. C'est ça. Alors ça, c'est difficile à dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'informations sur les participants. Tout le monde participait sous forme de pseudonyme. En faisant quelques recherches, puisqu'on glane un petit peu les informations ici et là, oui, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient donc des traducteurs, les premiers intéressés en général par la terminologie. Il y avait des journalistes aussi, et puis il y avait finalement très peu de monde qui participait à ce site. À l'échelle de la France, quand même, un pays assez peuplé, il y avait très très peu de personnes qui participaient, qui s'impliquaient à venir proposer des termes qu'ils aimeraient voir changer.
Donc c'est un peu étonnant aussi. Donc il y a peut-être un problème de publicité là-dessus. Mais est-ce que c'est important vraiment? Peut-être que selon les communautés linguistiques, l'importance de franciser les termes est différente. Tout à fait. Je sens peut-être qu'au Québec, ce serait peut-être un contexte qui serait plus favorable, où on tient à la francisation un peu plus qu'en France. Tout à fait. Et là, je crois que oui, tu viens de mettre le doigt sur le plus gros problème, c'est que finalement en France, on n'est pas dans une situation d'inquiétude par rapport à la langue française. On n'a pas l'anglais finalement qui est toujours là, menaçant, qui vient finalement s'infiltrer réellement dans notre langue. Oui, il y a beaucoup d'anglicisme, mais ça reste terme lexical, c'est un effet de mode peut-être. Certaines personnes, en tous les cas, l'analysent comme ça. C'est pas la même chose au Québec, effectivement, et il y a une plus grande conscience chez les Québécois vis-à-vis de la protection de leur langue. Puis de la promotion de la langue. Là, justement, ça me permet de te relancer sur ça, Michel. Est-ce que tu vois que les auteurs utilisent beaucoup, ou toi-même utilises-tu beaucoup les réseaux sociaux pour promouvoir à la fois la qualité de la langue, mais les ouvrages publiés aussi? Sur la qualité de la langue en tant que telle, je dirais pas nécessairement. Sauf qu'en même temps, les réseaux sociaux nous permettent de faire la promotion de tous les livres, par exemple, des auteurs qui publient, qui sont membres de l'association. Puis c'est des livres d'une grande qualité linguistique. Donc, c'est une façon ça contribue par de promouvoir donc, la belle qualité de la langue. De quelle façon tu utilises les réseaux pour promouvoir les activités? Bien, en fait, on a accès à une façon de promouvoir les choses qui est tout à fait nouvelle. C'est-à-dire qu'avec Facebook, par exemple, on peut, pour quelques dizaines de dollars, rejoindre un public de 3 000, 4 000 personnes, ce qui était absolument impensable pour un petit organisme culturel il y a quelques années. Donc, c'est une façon super de diffuser un message. Ça, encore, faut-il savoir bien le formuler, avoir un contenu qui est clair puis précis, qui rejoint un public cible défini aussi. C'est peut-être ça le défi, mais puis aussi de peut-être se démarquer, parce que justement, comme on peut utiliser beaucoup ça pour faire de la promotion, tous les organismes se retrouvent à utiliser ça aussi. Comment on se démarque? Quelle piste qu'on prend pour se démarquer? Bien, en fait, la qualité de la langue intervient là, à ce moment-là. Moi, je suis certaine de ça parce qu'on en voit beaucoup passer aussi. Donc, un message qui est bien écrit, donc le contenu est clair, puis qui s'adresse directement au public cible, c'est toujours la recette gagnante. Puis le dynamisme aussi du message. Par exemple, on peut facilement observer qu'une publication qui contient une photo n'a pas le même nombre de vues qu'une publication qui contient une vidéo. Donc, d'utiliser ces outils-là aussi à l'avantage de la promotion. Est-ce qu'on se rend compte aussi là qu'il faut aller chercher la corde sensible? Tantôt, on parlait d'émotion par rapport à des termes. Là, on parle de terminologie et d'émotion. Est-ce qu'il y a aussi là un souci d'aller susciter un peu d'émotion chez les gens pour les faire réagir puis participer? Oui, certainement. Par exemple, des publications qui s'adresseraient directement aux auteurs. C'est sûr que en fait, personnellement, moi, j'essaie d'ajouter un peu de création, de rendre peut-être mon message un peu poétique pour interpeller l'auteur, l'artiste en chacun d'eux. Mais oui, c'est ça. Donc, lui parler dans sa langue un peu, finalement. Oui, exactement. C'est un peu ça. On parlait de collaboration pour co-créer des termes, mais on est un petit peu là aussi. Hein? C'est ça. Et puis, en fait, ce que tu disais, c'est vrai que les plateformes sur Internet nous permettent quand même d'accéder à un plus grand nombre de personnes dans tout ce qui est la recherche qui existe sur l'implantation des termes, qui est le domaine dans lequel je travaille. On se rend compte que pour savoir ce que les gens utilisent, en général, les recherches, c'est des recherches de type ethnographique, donc il faut aller sur le terrain. Ça demande énormément de temps, beaucoup de moyens, et c'est très restrictif. Les résultats se limitent à une entreprise ou un petit lieu, alors que soudainement, les réseaux sociaux nous ouvrent quand même à un plus grand nombre de personnes. On peut aller voir, on peut parler à des gens d'ici, dans l'Outaouais, comme en Gaspésie ou partout dans le monde francophone. Tout le monde peut collaborer. D'ailleurs, la plateforme en France, il y avait des gens de l'UQO qui participaient. Alors j'imagine que c'était dans le cadre d'un cours de création de terminologique, mais ils envoyaient donc leurs propositions sur le site collaboratif, et je trouve ça merveilleux de voir que tous les pays francophones, soudainement, peuvent contribuer à la langue française qui va être peut-être utilisée en France. Bon, ça n'a pas tellement bien marché pour le coup, mais c'est... Mais il y a quand même d'autres projets, d'autres possibilités. Puis dans le fond, ce que j'entends qui me surprend, mais agréablement, c'est que la technologie puis les réseaux sociaux, on targue souvent d'être des endroits où la langue devient de moins en moins bonne, puis que ça va réduire la capacité des gens d'écrire. Mais là, ce que j'entends, c'est que ça contribue à créer une terminologie qui fait du sens, probablement, et à l'étudier aussi
Donc, qu'est-ce qui est l'usage? Finalement, ça fait avancer la langue plutôt que la faire reculer? Oui, ça fait avancer la langue, puis ça fait réfléchir sur la langue. À partir du moment où on en parle, à partir du moment où on y réfléchit, je pense qu'on ne peut qu'avancer. C'est quand on commence à finalement ne plus en parler que la langue meurt. Hein. Et je crois que c'est important de continuer, même, peu importe la langue que les gens parlent. D'ailleurs, les sociolinguistes le diront, chaque locuteur est expert dans sa langue. Donc, je pense qu'il faut vraiment tirer profit de tout ce qui se dit autour de nous et des opinions, la manière de le dire et puis faire avec. Parce que... Tout à l'heure, on parlait justement avec Haute Elisabeth à quel point c'est agréable de pouvoir manier la langue, de connaître ses bases puis sa structure pour jouer avec après, comme pour faire de la création un peu avec des néologismes, que ce soit accepté après dans l'usage ou pas. Mais je pensais à Julie Huard, qui est la récipiendaire du prix Coup de cœur cette année. Son livre s'appelle Paysanne, qui est un mot qu'elle a inventé comme ça. Donc, il y a un désir de s'approprier le vocabulaire pour parler de son art aussi. Puis peut-être que les plateformes de réseaux sociaux sont un bon endroit pour tester un peu les choses. Dans le fond, tout à fait. Je parlais avec quelqu'un un peu plus tôt qui me disait qu'il y a des humoristes qui testent leurs gags sur Internet, sur les réseaux sociaux pour voir, pour pas avoir un spectacle qui réussit moins bien comme dans le premier rodage. Mais dans le fond, c'est pour les créateurs aussi, c'est une façon d'aller vérifier le pouls des gens. Oui, puis nous, on voit beaucoup dans le stylo bistrot parce qu'à l'association, on a 2 plateformes sur Facebook. On a la page publique, c'est plus géré par l'association, le personnel, mais le stylo bistrot, qui est un groupe fermé pour les membres publient des poèmes, par exemple, ou des extraits de slam qu'ils vont présenter plus tard. Puis, ils ont essayé, là. C'est ça. Et je vous remercie énormément toutes les deux d'avoir été avec nous. On s'est ouvert la voie, puis on les voit plus positivement maintenant, les réseaux sociaux. Merci. 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 Est-ce que la langue sur les réseaux sociaux est bien utilisée? Est-ce qu'il y a des fautes quand on l'utilise? Il y a eu plusieurs recherches là-dessus, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est un lieu de création de terminologie et de partage et de diffusion de littérature. Observons la suite des choses.